Aujourd'hui, Bâtisse, Herve et Soumagne sont trois villages paisibles du pays de Herve. Des routes, des maisons, des champs. Mais il y a plus d'un siècle, ces mêmes lieux vont devenir le témoin de violences qui marqueront à jamais la région. Nous sommes au tout début de la Première Guerre mondiale. L'armée allemande vient d'envahir la Belgique. Et dans la région de Liège, les forts résistent. Les Allemands sont arrêtés, bombardés et même repoussés. Et plusieurs villages du pays de Herve subiront des représailles. Bâtisse, Herve et Soumagne sont trois d'entre eux. Trois villages, trois histoires, mais une même population civile emportée dans les tourments de la guerre. Project Willis MB43, c'est parti. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique pour appliquer le plan Schlieffen, destiné à contourner les défenses françaises. Dans le pays de Herve, les habitants voient soudain apparaître des colonnes de soldats allemands. En effet, les villages de Bâtisse, Herve et Soumagne se trouvent en plein sur l'axe de progression de la 14e brigade. Beaucoup imaginent que la guerre passera rapidement. Ils se trompent, car après ces villages et ces champs se trouve une ceinture de forts qui protège l'accès à la ville de Liège, et notamment les forts de Fléron et de Barchon. Les combats y seront violents et les Allemands y subiront des pertes inattendues. En 1914, Herve compte environ 3200 habitants, mais dès l'aube du 4 août 1914, la grande majorité de la population, effrayée par l'arrivée des troupes allemandes, a déjà quitté la ville. Peu avant midi, 6 hussards allemands prennent position sur le carrefour de Bâtisse. Soudain, un lancier belge apparaît, courant en triple galop en direction du fort de Fléron. Une sentinelle allemande épaule son arme, elle tire, elle manque le lancier. Malheureusement, la balle touche un civil à l'oreille. Quelques instants plus tard, les Allemands pénètrent à Bâtisse. Et ce qui va suivre est particulièrement révélateur, car les premiers contacts ne sont pas nécessairement hostiles. La population va même jusqu'à donner des vivres aux soldats envahisseurs. Mais rapidement, l'atmosphère change. L'hôtel de ville est le premier à être saccagé. S'en suivent quelques maisons et un magasin qui sera dévalisé de ses cigarettes, cigares et autres tabacs. Et la tension monte. Le curé du village, M. Voisin, et un échevin sont faits prisonniers. Durant plusieurs heures, ils sont soumis à ce que les témoins décrivent comme des simulacres d'exécution. Puis, ils sont finalement fusillés. Au coucher du soleil, un aéroplane survole la ville de Bâtisse. Les Allemands tentent de l'abattre, mais ils échouent. Les officiers sont furieux. Dans ce climat de tension, 3 habitants sont amenés devant eux. Ils sont accusés d'avoir tiré sur des soldats allemands. Pourtant, aucune arme n'est retrouvée, mais cela ne les sauvera pas. Les 3 hommes seront exécutés sur la route de Verviers à Bâtisse. La guerre vient à peine de commencer et déjà, des civils sont morts. Dans la nuit du 4 au 5 août, la canonnade ne cesse pas. Les forts de Fléron et de Barchon résistent. À 7 h du matin, des soldats allemands, refoulés par le fort de Fléron, reviennent à Bâtisse. Ils sont terrorisés. Les combats ont été violents. Un habitant du village affirme même avoir vu un officier allemand tirer sur ses propres troupes afin de tenter de ramener le calme. Cela fonctionne à moitié et les troupes repartent à l'assaut du fort. Mais à 14 h, un nouvel incident se produit. Les soldats allemands restés à Bâtisse entrent dans un café pour demander leur chemin. L'un d'eux est sur le pas de la porte, arme à la bretelle et tire accidentellement. La balle frappe l'encadrement de la porte. Un éclat blesse un soldat allemand. Le soldat accuse alors l'homme d'avoir tiré sur lui. Il le fusille froidement d'une balle en pleine poitrine. Le 6 août, environ 6000 soldats sont à nouveau refoulés devant le fort de Fléron et reviennent à Bâtisse. Après avoir pris un peu de repos et mangé, les officiers rassemblent leurs troupes et repartent à l'assaut. Et environ 200 soldats restent stationnés à Bâtisse. Et soudain, une fusillade éclate. Les Allemands tirent sur les fenêtres des maisons pour faire sortir les habitants, puis mettent le feu aux habitations. Durant cette scène, 32 habitants seront tués.
et seules 5 maisons du village échappent aux flammes. Mais elles seront pillées. Bâtisse devient un village martyr. À quelques kilomètres de Bâtisse se trouve le village de Herve. En 1914, la ville compte environ 5000 habitants. Ici aussi, la journée du 4 août débute avec l'arrivée des troupes allemandes. Entre 13h et 14h, les premiers Allemands arrivent à Herve par Bâtisse et Charneux. Mais l'un des témoins les plus singuliers de cette arrivée est un enfant. Il s'appelle Joseph Paulus. Il a 12 ans. Au début de l'après-midi, Joseph va chercher une cruche de lait. Au loin, il aperçoit un peloton de lanciers belges, suivi de près par des Allemands. Pour cet enfant, la guerre vient de prendre une réalité concrète. Sur le pont de Bolan, un jeune homme de 21 ans est assis sur le parapet. Il s'appelle Monsieur de Chêne. Des soldats allemands l'interpellent. Il prend peur. Un coup de fusil retentit. Il s'écroule. Il serait, en toute vraisemblance, la première victime civile du village de Herve. Mais ce ne sera malheureusement pas la dernière. Vers 14h, les cyclistes et les hussards allemands arrivent à Herve. Vers 14h30, l'infanterie et l'artillerie arrivent en nombre. Un général allemand s'installe dans la maison d'un des échevins de la ville, M. Cajot. Pendant quelques heures, personne ne sait encore ce qu'il va se passer. Mais déjà, les arrestations commencent. Un jeune homme, M. Lardinois, est arrêté à Mélin avec un petit revolver. Le général allemand le condamne à être fusillé. Mais l'échevin intervient. Il propose de le faire passer pour irresponsable. Un médecin complice accepte alors de fournir un document attestant qu'il souffre de neurasthénie. Lardinois est sauvé. Une décision individuelle lui permet d'échapper à la mort. Mais bientôt, les possibilités de ce genre vont disparaître. Dans la nuit, Herve voit passer un cortège incessant de blessés et de cadavres allemands refoulés devant le fort de Fléron. Vers 2h du matin, les Allemands commencent à tirer sur les habitations. Les habitants sont regroupés. Le bourgmestre, M. Issérantan, est obligé de parcourir les rues en criant aux habitants de garder leur calme. Puis, une maison de la rue Moreau est incendiée. Sous la menace d'une arme, le bourgmestre doit signer un document attestant que la maison a été touchée par un obus du fort de Fléron et non incendiée par les troupes envahisseuses. Le lendemain, le bourgmestre et l'échevin sont faits prisonniers. Ils sont emmenés ici, à la Croix de Pierre. Ils doivent comparaître devant un colonel allemand. Car les Allemands pensent alors que le général von Emich a disparu et pourrait avoir été assassiné à Herve. Après plusieurs heures passées ici, ils sont finalement libérés, non sans avoir été témoins de l'exécution de 5 personnes. Le 8 août, une nouvelle vague de soldats allemands traverse Herve. À 9h30, certains d'entre eux traversent la rue de la station en tirant sur les fenêtres des maisons pour faire sortir les habitants. Ceux-ci sont emmenés jusqu'au coin de Herve. Là, hommes et femmes sont séparés. Les hommes sont conduits jusqu'ici, à la Boux, où une vingtaine seront exécutés. En chemin, certains parviennent à s'enfuir. Les femmes, quant à elles, seront abandonnées et réussiront à s'échapper. Mais pendant ce temps, toute la ville brûle. Dans l'après-midi, M. Cajot se rend à l'hospice afin de rencontrer le général allemand et lui demander de cesser les exactions. L'officier lui répond que si les Allemands traitent les habitants ainsi, c'est qu'ils sont victimes de francs-tireurs. Cajot négocie pendant plus de 45 minutes. Finalement, il reçoit un ordre écrit du général demandant de cesser les exactions immédiatement. L'échevin se rend alors rue Jardon, où les Allemands mettent le feu aux habitations. Devant l'ordre écrit, les Allemands interrompent la mise à feu. Les habitants sont même autorisés à lutter contre les flammes, mais ils sont trop peu nombreux. Et comble de l'ironie, au soir tombé, les Allemands recommencent de plus belle. Notre troisième étape nous conduit à Soumagne. En août 1914, le village se trouve malheureusement sur les itinéraires des 14e et 11e brigades allemandes. Ces deux brigades subiront d'énormes dégâts devant les forts. Et, comme à Bâtisse et à Herve, les civils seront bientôt confrontés aux représailles allemandes. Le 4 août, des Uhlans allemands arrivent à Soumagne venant de Herve. Dans la soirée, les soldats allemands se regroupent pour lancer une offensive sur le fort de Fléron. Mais vers 4h du matin, ils sont refoulés et ils reviennent à Soumagne. Le 6 août au matin, un nouvel assaut est lancé sur le fort, à nouveau repoussé. 2 maisons sont alors incendiées, mais le pire reste à venir.
Le 7 août, vers 4 h du matin, les Allemands sont une nouvelle fois repoussés devant Fléron. Ils sont furieux. Ils tirent sur les habitations pour faire sortir leurs habitants. Les hommes sont séparés des femmes. Les hommes seront emmenés dans une prairie au lieu dit font le roi. Ils y restent pendant des heures, jusqu'à 16 h, subissant des simulacres d'exécution. Mais à 16 h, les exécutions commencent bel et bien. Plus de 78 personnes seront fusillées ici. Certains corps jonchant le sol seront achevés à la baïonnette. 4 hommes seulement parviennent à survivre. Ils sont gravement blessés et doivent se cacher pendant des heures sous les cadavres. Il est difficile d'imaginer une scène plus horrible. Pourtant, pour ces 4 personnes, cela n'est pas une histoire. C'est un souvenir avec lequel ils vont devoir vivre le reste de leur vie. 2 jours plus tard, les combats continuent. Peu avant 10 h, un obus tombe devant le café près du carrefour du village. Un officier allemand sort du café en criant. Il affirme que le fort de Fléron tire sur eux. Puis, un second obus tombe en plein milieu du carrefour, alors qu'une colonne allemande le traversait. 18 soldats allemands sont tués, 12 sont blessés. Le cheval de l'officier est tué, son ordonnance est gravement blessé, mais lui reste debout. Dans la nuit suivante, les soldats allemands affirment à nouveau qu'un civil leur a tiré dessus. Des habitants sont arrêtés au hasard. Ils sont emmenés, et les femmes et les enfants sont finalement libérés. Les hommes, quant à eux, sont maintenus agenouillés dans un champ pendant plus de 24 heures, sans boire, sans manger. Mais ils seront finalement libérés. Bâtisse, Herve, Soumagne, 3 histoires qui se déroulent à quelques kilomètres les unes des autres. Et pourtant, derrière chacune d'entre elles, nous identifions les mêmes mécanismes. Les combats autour des forts, les soldats allemands blessés, la peur des francs-tireurs, les accusations contre les civils, les représailles, les exécutions, les incendies et la population civile qui n'a aucun moyen de se défendre. Les événements du pays de Herve ne vont cependant pas s'arrêter aux incendies et aux massacres. Ils vont également devenir une bataille de récits. Dès 1914, les autorités belges mettent en place une commission d'enquête pour documenter les violences et informer l'opinion publique. Les autorités allemandes, elles, contestent l'ampleur des massacres. En septembre 1914, le Volksfreund d'Aix-la-Chapelle affirme même que le commandant des troupes allemandes aurait été assassiné par le bourgmestre de Bâtisse lui-même après avoir fait un mot d'accueil et signé la capitulation, juste avant que la colonne allemande ne soit fusillée par une embuscade dans les rues de la ville. Mais cette version ne correspond pas aux éléments établis. En effet, lors de l'arrivée des troupes allemandes, le bourgmestre n'était pas présent à Bâtisse et c'est un échevin qui a signé le document de capitulation de la ville. Plus tard, des travaux d'historiens comme John Horn ou Alan Kramer renouvelleront l'étude sur les massacres perpétrés en Belgique en août 1914, en se basant sur les témoignages et les archives belges. Ces recherches conduisent à considérer les massacres comme des représailles commandées localement, dans un climat de peur et de paranoïa face aux francs-tireurs, plutôt que comme l'application d'un plan général à grande échelle de l'armée allemande. Lorsque nous parlons de villages martyrs, nous parlons souvent en chiffres. 32 morts à Bâtisse, une trentaine à Herve, 78 personnes exécutées à Soumagne, des centaines et des centaines de maisons détruites. Mais derrière chaque chiffre se trouve une histoire. Un nom, une famille, une maison, une vie interrompue. Joseph Paulus avait 12 ans quand il a aperçu la colonne allemande alors qu'il cherchait une cruche de lait. Monsieur Dechaine avait 21 ans lorsqu'il fut tué sur le pont de Bolan. Ces histoires individuelles donnent un visage aux mots que atrocités de 1914 peuvent parfois rendre abstraits. Plus d'un siècle a passé. Les villages ont été reconstruits. Les générations ont changé, mais les mémoires demeurent. Elles se trouvent dans les monuments, dans les archives, dans les témoignages et dans les lieux eux-mêmes. L'histoire de Bâtisse, de Herve et de Soumagne nous rappelle que la Première Guerre mondiale n'a pas seulement été une bataille de soldats sur les champs de bataille, mais elle a été aussi une guerre qui a frappé les populations civiles. Au début du mois d'août 1914, personne ne pouvait imaginer que la guerre allait durer 4 ans. Personne n'aurait pu imaginer l'ampleur que le conflit allait prendre. Mais à Bâtisse, Herve et Soumagne, les habitants n'allaient pas tarder à découvrir la réalité atroce. La guerre ne faisait pas toujours la distinction entre les civils et les militaires. Et dans le chaos des premiers jours, la peur servait de justification aux plus atroces réalités. Bâtisse, Herve, Soumagne, 3 villages profondément marqués par les événements d'août 1914. Et derrière leur histoire, il y a une obligation, celle de se souvenir, mais surtout comprendre pour ne pas oublier et pour qu'un siècle plus tard, l'histoire demeure.